Mais en tous les cas, on est prêt aujourd'hui à dépenser des sommes beaucoup plus importantes qu'hier pour la santé de nos amis les bêtes, ce qui est compréhensible aussi quand on voit bien sûr à quel point ça vient combler parfois des manques affectifs. La place prépondérante que prennent les animaux de compagnie aujourd'hui n'est pas d'abord le signe d'une inflexion quant à notre position par rapport à l'animal, mais d'abord et malheureusement le symptôme d'une profonde solitude à laquelle notre société, nos formes de liens sociaux n'ont pas encore su trouver de remède. Le philosophe antispéciste, s'il est cohérent, ne peut qu'en venir à détester la philosophie et à se détester lui-même. Il aura donc rompu la digue qui étanchéfiait le monde des hommes de celui des animaux, non pas en élevant l'animal jusqu'à l'homme, mais en rabaissant l'homme jusqu'à l'animal. Paul Sugy, vous êtes journaliste au Figaro, vous avez publié L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes. Pourquoi avez-vous écrit cela ? Bonjour Pierre. Alors là, vous citez la fin d'un chapitre, donc ça arrive évidemment au terme d'une démonstration, donc il faut peut-être reprendre un peu les étapes pour en arriver à cette conclusion qui paraît peut-être sinon assez abrupte. C'est que j'essaye de montrer dans cet essai que j'ai consacré à la question animale et en particulier à la pensée antispéciste, donc les gens qui défendent l'idée que on ne peut pas séparer en fait l'espèce humaine du reste des espèces animales. L'homme est un animal comme un autre et a fortiori il n'a pas plus de droits ou plus de privilèges que les autres animaux. Et donc j'essaie de montrer comment est-ce que cette démonstration est le produit d'une déconstruction. L'idée, c'est de déconstruire la frontière des espèces, comme au préalable, on avait déconstruit par exemple les différences entre les sexes. Et cette déconstruction, elle revient au fond à nier ce qui fait le propre de l'intelligence humaine. Et précisément, dans l'intelligence humaine, il y a cette capacité à discerner, à distinguer et finalement à ordonner le réel en créant, en raisonnant par catégorie et en créant des dénominations qui permettent de dire qu'une chose n'est pas une autre chose. Et c'est ce qui fait finalement que le monde devient un tout cohérent et habitable. C'est manifestement pas une nécessité pour la survie biologique, mais la vie humaine, elle, nécessite ces distinctions. Et précisément, les antispécistes, et notamment les auteurs que j'ai cités dans le livre à l'appui de cette démonstration, eh bien, refusent à l'homme ce droit de distinguer aussi nettement les catégories, et en particulier l'idée de distinguer l'humain du reste des animaux. Pour eux, c'est absurde parce que la nature est une espèce de continuum vivant. Ils reprennent des arguments biologiques qui sont en plus assez sérieux, évidemment. Le fait que l'homme partage un certain nombre d'ADN en commun avec les grands singes, c'est un argument qui peut revenir souvent. Donc ces démonstrations biologiques qui font qu'au fond, il y aurait à l'échelle de l'observation biologique, finalement, des différences peut-être de degré, mais aucune différence de nature qui crée une rupture radicale. Et donc ça, selon moi, c'est une forme d'intelligence humaine qui en arrive à sa propre négation, puisque pousser ça jusqu'à des conclusions philosophiques définitives, comme de dire il n'y a plus de différence entre l'homme et l'animal, c'est dire au fond la pensée humaine n'est pas si différente que cela de l'intelligence animale, et donc au fond c'est plus de 2 millénaires de philosophie qu'il faudrait jeter par les fenêtres. Au contraire, je crois que l'histoire de la pensée a toujours progressé par distinction. De la même façon que dans mes copies de philosophie, quand j'étais étudiant en classe préparatoire, on me disait bien qu'on arrivait à finalement produire une dissertation en raisonnant par des distinctions sémantiques successives, des nuances, qui permettent au fond d'éclairer la pensée, de l'approcher toujours d'une lumière nouvelle qui va venir permettre de comprendre certains paradoxes, de dénouer certains mystères pour aboutir à une conclusion qui fait sens pour notre intelligence. Donc c'est ce travail-là qui est menacé par le discours consistant à dire créer des catégories, séparer radicalement les choses dans l'ordre de la pensée, c'est un geste fasciste, vous n'avez pas le droit de dire qu'une chose est radicalement différente d'une autre, que par exemple l'étranger et le citoyen sont des entités clairement distinctes. On voit bien qu'il y a aujourd'hui dans le mouvement du droit, encore récemment avec des décisions que j'ai en tête du Conseil constitutionnel, une volonté de rapprocher un régime juridique d'un autre. On le voit dans l'ordre de la différence sexuelle. Au fond, qu'est-ce qui sépare un homme d'une femme? Ce n'est pas si clair. Chacun pourrait inventer sa propre différence, mais si chacun peut, au fond, remettre en cause les distinctions classiques qui permettent l'éveil de la pensée, alors à ce moment-là, eh bien, effectivement, aucune catégorie définitive ne s'impose, et donc chacun vit dans un chaos intérieur, mais qui n'est plus baigné par une intelligence collective qu'on peut transposer à quelque chose d'universel. Et est-ce que c'est ce souci de la distinction et de la catégorisation et de la nuance que vous avez senti menacé avec, disons, l'arrivée de l'antispécisme qui monte? Vous notez par exemple dans l'ouvrage que le marché du véganisme, du végétarianisme monte, explose, le parti animaliste
en 2019 aux dernières européennes, avait fait un score très important. Est-ce que c'est face à ça que vous vous êtes dit, il faut que j'écrive ce livre, il faut que je redonne une notion de distinction à qu'est-ce que l'homme, et que je refasse un travail quasiment anthropologique de redéfinir ce qu'est l'homme face à Alors, cette vague montante, quoi, c'est disons. faire beaucoup d'honneur à ces quelques pages, mais ce que je vois, moi, c'est qu'il y a un mouvement dans la société qui est effectivement présent, qui se manifeste de façon militante ou simplement par des modes de consommation. Effectivement, le fait que les gens, de plus en plus, par exemple, se détournent de l'alimentation carnée, etc., c'est un mouvement de société qui repose d'ailleurs pas seulement sur des considérations liées au bien-être des animaux. On voit que dans ce qui motive les gens, par exemple, à manger moins de viande, il y a un souci écologique, il y a un Bien-être souci aussi personnel, lié voilà, à la santé humaine. On s'est rendu compte, certains nutritionnistes ont alerté sur le fait qu'on pouvait parfois consommer trop de viande rouge, de protéines carnées. Bon, tout ça, je le laisse un peu à part, je dissocie, encore une fois, avec vraiment le mouvement intellectuel de fond de l'antispécisme, qui lui est purement idéologique, même si après il se manifeste par un certain nombre de pratiques dans la vie courante pour accorder au fond sa manière d'être et de vivre avec sa pensée. Dans le mouvement antispéciste, il y a très clairement une volonté de déconstruction qui, selon moi, est non pas le début ou même la continuation, mais presque l'aboutissement d'une vaste entreprise de déconstruction qui a commencé bien au-delà de l'antispécisme et de laquelle l'antispécisme se veut le poursuiveur et l'héritier. Quand Peter Singer commence à parler de libération animale dans les années 70, il dit « Nous sommes au fond les perpétuateurs de ce long mouvement qui a conduit de la libération des esclaves à la libération des femmes, et bien aujourd'hui à la libération des animaux ». Et évidemment, il y a des passerelles évidentes entre l'antispécisme comme déconstruction des espèces et, par exemple, les mouvements queer qui, au fond, ont voulu prôner l'indistinction et donc la confusion absolue dans non seulement l'identité sexuelle, mais en plus les pratiques sexuelles elles-mêmes. Il y a une auteure qui, à mon avis, assez emblématique de ça, c'est Donna Haraway, qui confond, au fond, la sexualité humaine et animale en disant on a confondu les sexes dans la sexualité, on peut aujourd'hui confondre les espèces. C'est ce que j'appelle en des termes moins élégants, mais la philosophie de la partouze. Au fond, si dans le réel, tout peut se mélanger, alors en définitive, dans la pensée, on peut aussi tout confondre. Oui, c'est très juste. Et ça témoigne en effet d'une dynamique plus large et plus souterraine, comme vous le démontrez bien dans l'ouvrage. Et ce que je trouve amusant et ce qui n'est pas perçu par ces auteurs, c'est que dans les parallèles qu'ils essayent de faire pour se donner une légitimité morale dans leur quête, la porte s'ouvre dans les deux sens. C'est-à-dire que lorsqu'ils disent la libération des animaux sera la même que la libération des esclaves, que la libération de la femme, etc., ça revient aussi un peu à comparer ces minorités avec la question animale. Et donc, on pourrait inverser l'affirmation et de dire, dans cette perception-là, la femme et l'esclave et la minorité ethnique, on va les libérer comme on a libéré des animaux. Et donc, à les comparer implicitement à des animaux. Et je trouve que c'est un des problèmes avec l'inclusivité et l'indifférenciation, c'est qu'on ne comprend pas que la porte fonctionne dans les deux sens. Et j'aimerais donner un autre exemple là-dessus. Quand des féministes, certainement bien intentionnées, cherchent à dire à dramatiser la main aux fesses, par exemple. Il y avait Alain Finkielkraut qui avait parlé de la shoaïsation de la main aux fesses pour dire que on met en avant cette chose comme étant apocalyptique et qui compare, par exemple, la main aux fesses à un viol. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train aussi de dire l'inverse, de dire à la fille violée, dans le fond, ce n'était qu'une main aux fesses. Et c'est ce problème d'indifférenciation qui fonctionne dans les deux sens et les limites entre les choses servent à garder les choses dans leur ordre de grandeur et de gravité. Oui, aussi. quand on n'arrive plus à graduer effectivement les choses, le risque dans cette confusion généralisée, c'est effectivement doter de la gravité, comme vous le dites, à certaines choses. Je vois ça aussi, on en a discuté plusieurs fois déjà, de cette question aussi de l'euphémisation de la souffrance à travers la notion de violence symbolique qui émerge à partir de Bourdieu et qui est reprise ensuite dans la littérature sociologique. Quand on parle de violence symbolique, par exemple du riche ou du dominant à l'égard du pauvre ou du dominé, finalement on rapproche une violence physique brutale et profondément réelle d'une violence qui va se caractériser plus dans la perception qu'en aurait sa victime, etc. Et finalement on ôte presque de la gravité à des faits de violence qui restent en eux-mêmes beaucoup plus condamnables que des faits de violence qui seraient finalement liés davantage à la position relative des personnes, un certain mépris, une certaine connaissance, mais on ne parle pas de la même chose en réalité. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour lutter contre des violences symboliques, théoriques, abstraites, on en vient à justifier parfois la violence la plus
au contraire la plus pure et la plus physique et concrète. Et on le voit bien avec les excès d'un certain nombre de mouvements militants aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que l'entretien sera diffusé, mais on vit en ce moment par exemple une révolte dans les campus aux États-Unis, en Europe, autour des événements qui se passent dans la bande de Gaza, où finalement certaines exclusions, certains faits d'ostracisme, eux profondément réels à l'égard des étudiants notamment de confession juive, eh bien viendraient justifier à l'inverse des accusations beaucoup plus floues et finalement bancales de relégation, etc., qu'on imputerait à ces mêmes étudiants. Bon. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand on en vient à tout confondre, on se condamne souvent à de grandes erreurs. Et c'est pour ça aussi que l'analogie que j'ai empruntée à Peter Singer avec par exemple la libération des animaux, qui serait finalement la perpétuation de la libération des esclaves, elle est bancale et elle est absolument pas admissible. Pour une raison très simple, et ça rejoint la question que vous m'avez posée sur est-ce qu'au fond, vouloir élever l'animal jusqu'au rang de l'homme, ça n'est pas destituer l'homme jusqu'au rang de l'animal et donc abaisser l'homme. C'est que quand on considère que l'esclavage est une injustice faite à la condition humaine et qu'il ne devrait pas y avoir de frontière entre l'homme libre et l'esclave, on raisonne à partir du modèle de l'homme libre ou du citoyen pour élever l'esclave à sa condition et à son rang. Ce qui est tout à fait possible, puisqu'effectivement, dans l'esclavage, cette personne humaine a été finalement spoliée d'une part de ses droits. Or, dans la libération animale, de toute évidence, on ne pourra jamais donner aux animaux la même place et la même prérogative que les êtres humains n'ont, parce que c'est tout à fait impossible et inadapté en plus à leurs conditions, à leur type d'intelligence, etc. Et donc, partant d'un objectif finalement impossible, c'est-à-dire humaniser l'animal, je ne fais pas l'erreur de croire naïvement que c'est ce que prônent les auteurs antispécistes. Je ne dis pas qu'ils poursuivent cet objectif, mais reconnaissant d'entrée de jeu que cela est impossible, effectivement, ils vont, à mon avis, dans leur raisonnement et dans la construction ensuite politique qui découle de ce raisonnement, c'est-à-dire la façon dont ils réfléchissent à l'organisation d'une société parfaitement antispéciste, eh bien destituer l'humain pour le déposséder d'un certain nombre de privilèges fondamentaux qui, à partir du moment où il les partagera avec l'ensemble des êtres vivants animaux, eh bien ne seront finalement plus réellement des droits ou des privilèges. Et la société qui viserait comme objectif à inclure le plus possible toutes les espèces animales, par exemple dans les processus de décision collective, devient une société profondément hostile à l'homme. Je prends des exemples qui paraissent aujourd'hui presque chimériques, tellement ça nous paraît difficile à conceptualiser, mais il y a des gens qui réfléchissent très concrètement à ça. Quand les auteurs de Zoopolis, Donald Sol et Kim Lika, imaginent qu'est-ce que ça serait qu'une zoopolitique, c'est-à-dire une politique en faveur de tous les animaux, ils se demandent comment est-ce que les droits politiques et sociaux pourront être élargis aux animaux. Imaginez par exemple que demain on considère qu'il faut une égalité de traitement absolue dans le budget de la sécurité sociale pour les animaux et les humains. Enfin, je veux dire, imaginez à quel point est-ce que le bien-être les vétérinaires humain, dans la sécurité sociale, par exemple. Bien sûr, si le bien-être humain doit être pris à égale considération et sans un centimètre d'avantage supplémentaire par rapport au bien-être des animaux, alors on se prépare une vie qui sera effrayante. Et au fond, même si évidemment on n'en est pas encore dans ces proportions-là, je sens déjà dans la société contemporaine un frémissement autour de ces notions-là. Regardez par exemple, vous parlez des vétérinaires, la façon dont les dépenses de santé pour les animaux de compagnie augmentent de façon exponentielle depuis plusieurs années. Oui, les bars à chiens aussi qui se développent récemment, on peut avoir son chien avec soi. On peut avoir son chien avec soi, on peut l'emmener dans toutes les activités. C'est un phénomène récent et croissant. Mais en tous les cas, on est prêt aujourd'hui à dépenser des sommes beaucoup plus importantes qu'hier pour la santé de nos amis les bêtes, ce qui est compréhensible aussi quand on voit bien sûr à quel point ça vient combler parfois des manques affectifs. Moi j'ai l'impression que c'est notamment renforcé lorsqu'on a vécu les différents confinements il y a quelques années, que la place prépondérante que prennent les animaux de compagnie aujourd'hui n'est pas d'abord le signe d'une inflexion quant à notre position par rapport à l'animal, mais d'abord et malheureusement le symptôme d'une profonde solitude à laquelle notre société, nos formes de liens sociaux n'ont pas encore su trouver de remède. Mais on voit bien qu'il y a une évolution qui se prépare et que progressivement, on en arrive à des formes d'indistinction qui vont peut-être bouleverser la façon dont on organise nos rapports collectifs. Et dans ces cas-là, on ouvre la porte à des réflexions qu'on n'aurait pas imaginées il y a quelques années, mais qui vont devenir affolantes. Certaines qu'on déjà cours dans la littérature, par exemple, quand certains auteurs antispécistes demandent s'il faut sauver la gazelle des griffes du lion au nom de l'impératif de finalement protéger chaque animal de la souffrance. Les antispécistes, dès que vous dites dans le livre qu'ils lèvent leurs yeux au ciel,
dès qu'on parle de l'argument du lion et de la gazelle, puisqu'ils l'entendent trop et qu'ils ne veulent plus en entendre parler, etc. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, c'est une critique qu'il aurait faite régulièrement et qui considère comme éculée. Ça n'empêche pas des gens comme Thomas Lepelletier, qui est aujourd'hui un des grands auteurs de l'antispécisme en France, de prendre très au sérieux cet argument et de dire, puisque l'antispécisme, c'est considérer que chaque souffrance se vaut, en d'autres termes, que la souffrance ressentie par une personne humaine n'est pas plus grave que la souffrance ressentie par une personne animale, alors nous avons un devoir d'ordre moral qui est comparable à l'égard des humains et des animaux. En d'autres termes, donc, la souffrance de l'animal, de chaque animal, nous concerne autant que la souffrance de nos frères et sœurs en humanité. Et donc, par conséquent, il est évidemment assez facile et imaginable de réduire les souffrances que nous imposons aux animaux pour notre plaisir, donc la consommation de viande, le fait de chasser pour le plaisir, pour le pelage des animaux, que sais-je. Mais partant de là, on aura finalement abouti qu'à réduire qu'une petite partie, voire une infime partie de la souffrance ressentie par tous les animaux dans l'ensemble des milieux naturels. Et donc, il faudra prendre au sérieux la souffrance que les animaux eux-mêmes s'infligent entre eux. Et donc, au nom de cet impératif moral, protéger la proie de son prédateur. Et alors, sur le point d'animaliser l'homme et d'humaniser l'animal comme un seul et même geste d'indifférenciation, sachez qu'au Royaume-Uni, je ne sais pas si ça existe en France, au Royaume-Uni, il y a des calendriers de l'Avent pour chiens, avec une croquette différente selon les journées. À ma connaissance, ça n'existe pas, mais ça montre là aussi, et vous le dites brièvement dans l'ouvrage, que le monde protestant, anglo-saxon, libéral, pour faire vite, a un temps d'avance sur nous. Peut-être qu'on pourra y revenir. Et sur cette indifférenciation homme-animal, soyons inclusifs, poussons le bouchon un peu plus loin, détruisons plus de distinctions. Si on veut rentrer dans ce que vous décrivez comme le jaïnisme contemporain, si je prononce bien, Faites référence aux moines bouddhistes qui voilà. balayent devant leurs pieds pour éviter d'écraser des insectes. Exactement. Et là, on se dit, encore une fois, si on regarde qu'une face de la pièce, quelle grandeur d'âme, ils vont s'inquiéter même des insectes, ils humanisent l'insecte, ils vont donner des droits aux insectes, que sais-je. C'est Émeric Caron qui avait fait polémique avec des phrases sur les moustiques là-dessus. Mais ils ne comprennent pas que l'envers de cette même pièce est encore plus sombre que dans le rapport homme-animal. Si on insectise l'homme et qu'on humanise l'insecte, à ce moment-là, on reprend la même rhétorique qui avait mené au génocide au Rwanda, où pendant plusieurs mois, on avait préparé les esprits en comparant les Hutus à des cockroaches, je ne sais pas quel est le terme en français, des punaises de lit. Et progressivement, les gens s'étaient habitués à cette métaphore, et à la fin, pour les gens, écraser une punaise de lit, finalement, c'était pas du tout prendre une vie humaine, tuer une âme, etc. Et les gens ne comprennent pas que plus on poursuit cette indifférenciation, plus en réalité on réduit les êtres humains à des animaux. Et vous faites même la comparaison en citant le philosophe de l'école de Francfort, Théodore Adorno, sur le fait qu'une phrase sortie en analyse des camps de concentration, c'est-à-dire ce ne sont que des animaux. Et on ne comprend pas qu'on prépare aussi ces pages sombres, et l'ironie d'autant plus grande que ça vient de la part d'auteurs, et dans certains cas de militants, qui sont littéralement obsédés par l'omniprésence, même aujourd'hui, des camps de concentration et de la Shoah, qui menaceraient de réapparaître à chaque coin de rue, etc. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. L'argument est un peu réversible aussi parce que quand on lit par exemple certains auteurs antispécistes, il y a cette idée que l'abattage des animaux qui existe depuis la nuit des temps, en fait, depuis que l'homme a inventé l'élevage, aurait préparé aussi les crimes de masse. Et notamment, ils ont un argument historique qui est relativement convaincant sur un point, c'est de dire que la Shoah a été accélérée d'un point de vue industriel par les progrès qu'on avait faits dans l'abattage justement massif des animaux. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, mérite d'être pris au sérieux, ne serait-ce que pour aussi l'analyse anthropologique qu'on peut en faire, à savoir comment est-ce qu'on peut en venir à exterminer nos semblables comme des bestiaux. Au-delà de ça, voilà, sur la réversibilité de l'argument, je la souligne parce que je voudrais pas avoir l'impression d'accuser non plus les antispécistes d'être les promoteurs d'un génocide. Il est évidemment pas question de ça. En revanche, ce qui devient intéressant, c'est quand on fait le détour par cette espèce d'impératif catégorique écologiste qui en vient finalement à, s'il est radicalisé à l'extrême, parfois prôner au fond l'abandon partiel ou total de la Terre par l'espèce humaine, considérée comme le prédateur par excellence. Et ça conduit par exemple dans les réflexions que conduisent les auteurs du courant de la deep écologie, l'écologie profonde, certains d'entre eux à se dire que le monde serait finalement meilleur sans l'homme. Et donc là, alors sans que forcément ces auteurs pousse de manière concrète à appeler à un génocide de l'ensemble de l'humanité. Mais en tous les cas, on voit qu'intellectuellement déjà, cette idée commence à émerger, à savoir au fond que la suppression de l'homme serait profitable au monde. Moi,
qui m'intéresse. C'est la planète de l'homme. Oui. Voilà, on est là vraiment dans quelque chose de purement spéculatif, mais ça m'intéresse intellectuellement malgré tout. Bien C'est sûr. pour ça que le livre s'appelle L'extinction de l'homme, parce que j'essaie de montrer que cette pensée mène à une extinction intellectuelle de l'homme, c'est-à-dire au fond le renoncement à tout ce qui constitue le propre de l'homme. Cette idée, au fond, elle nous pose plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce qui fait la valeur des choses? Quelle verticalité est-ce qu'on trouve, au fond, même dans la présence au monde? Qu'est-ce que c'est qu'un monde sans l'humain? C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un monde sans une bouche pour le chanter, sans une philosophie, une littérature pour l'admirer, s'en étonner, le sublimer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'homme, au fond, a inventé une forme d'être au monde qui lui est propre, qui constitue une célébration du monde, à laquelle évidemment les autres animaux sont étrangers, ce qui fait simplement que l'homme ne regarde pas seulement le monde, mais qu'il l'admire. Vous voyez, c'est toujours par exemple troublant de se rendre compte que des animaux dans des paysages, j'aime bien la randonnée par ailleurs, et dans des paysages magnifiques ne sont absolument pas le moins du monde troublés par la beauté des lieux ou du moment. Vous ne verrez Bien pas sûr. un animal tourner la tête pour contempler un coucher de soleil. Vous voyez, je dis Ouais. évidemment des banalités assez triviales, mais c'est quand même une première expérience, je trouve, de l'altérité radicale qui nous différencie. Donc qu'est-ce que c'est qu'un monde qui n'est plus habité par l'homme, et quelle valeur est-ce qu'il a en soi? À mon sens, aucune. Et ça montre justement le problème fondamental de l'antispécisme, c'est qu'il repose et s'appuie dessus comme si c'était une évidence, donc elle n'est jamais démontrée, c'est un postulat de départ, il repose sur une vision profondément nihiliste, au fond, de l'existence humaine. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas de valeur intrinsèque à ce que l'homme ajoute au monde. On s'est penchés tous les deux à notre façon, vous sur le wokisme et les nouvelles théories aujourd'hui de la justice sociale, moi un peu en étudiant les cours animalistes, sur ces mouvements de la déconstruction. S'il faut déconstruire, c'est que les choses ont été construites. Et précisément, je crois que la déconstruction est un mouvement qui manifeste une forme d'hostilité à la façon même dont l'homme est présent au monde. C'est-à-dire que l'humanité s'affirme en construisant, en édifiant. Alors on voit depuis la tour de Babel à quel point est-ce que c'est aussi ça qui peut le conduire à sa perte. C'est-à-dire que l'homme, Oui. à travers ce geste constructeur, n'est jamais loin non plus de l'hubris qui peut le ruiner. De l'arrogance. bien sûr. C'est ce qui fait aussi d'ailleurs la complexité de la nature humaine. Mais voilà, déconstruire, c'est au fond nier en l'homme ce qui le rend déjà authentiquement humain. Oui, et c'est tout le problème du terme construction sociale qui met dans une même catégorie péjorative, puisqu'on n'a jamais entendu quelqu'un dire c'est une construction sociale et donc c'est génial. C'est systématiquement c'est une construction sociale, donc c'est arbitraire, factice et il faut le déconstruire. On n'a jamais entendu ça. Et le problème de ce terme, c'est que typiquement, le mariage est aussi une construction sociale à certains égards. C'est-à-dire que dans la préhistoire, on n'a pas forcément institué de mariage, il n'y a pas eu une cérémonie, il n'y avait pas de prêtre ou même de représentants laïcs qui venaient l'instaurer. Et pour autant, j'estime que c'est une bonne construction. Mais lorsqu'on le met derrière ce terme fourre-tout péjoratif de construction sociale, on le balaye d'un même revers de la main. Et j'aimerais rebondir aussi sur un point qui m'intéresse, c'est, vous parlez dans votre livre, vous dites que dans le fond, vous êtes déjà sur la défensive parce que le terme antispéciste, c'est déjà une victoire sémantique de la part de ces militants, au même titre qu'un terme que j'ai trouvé très intéressant, et j'aimerais qu'on en parle, animaux non humains, qui est un mot qui, eux, diffusent massivement, et je trouve ça très habile parce que plutôt que d'attaquer frontalement l'idée de, disons, la prédominance de l'homme ou de la valeur à part de l'homme, de la sacralité de l'homme, la supériorité de l'homme sur l'animal, il y a une sorte de contournement qui est, on ne va pas l'attaquer frontalement, on va juste banaliser une expression qui s'appelle animal non humain, qui vient implicitement instaurer l'idée que l'homme n'est qu'un animal parmi d'autres. L'animal non humain, effectivement, quand il parle d'animaux non humains, c'est une manière de dire implicitement les humains sont des animaux comme les autres, et donc les autres animaux, on parle en fait généralement nous les animaux pour désigner tous les animaux à l'exclusion de l'homme, eux le précisent pour voilà, rappeler que l'homme n'est qu'une espèce animale au milieu des autres. Moi, dans l'antispécisme, ce qui me gêne, c'est justement cette façon de poser d'emblée le débat comme ne concernant qu'une question de rivalité entre espèces. Parce que vous aurez bien compris que je ne suis pas antispéciste. La question que je me suis posée d'entrée de jeu, c'est au fond, du coup, si je ne suis pas antispéciste, suis-je donc spéciste? Je ne crois pas. Parce que, bon, alors on voit bien l'idée, hein, l'intention qu'il y a derrière. Le spécisme, ça serait le racisme ou le sexisme Racisme des animaux, appliqué, voilà, non plus au domaine de la race ou du sexe, mais aux espèces animales. Je ne suis pas spéciste parce que la défense que j'essaie de fonder de l'humain ne s'appuie pas uniquement sur le fait que je considère que mon espèce animale est supérieure aux autres espèces. Si j'accepte ce cadre-là, je suis finalement déjà enfermé dans la prison intellectuelle du spécisme, qui est un biologisme, c'est-à-dire qui est une réduction
de l'homme à son animalité. Et ça va rejoindre ce que vous disiez juste avant sur la construction sociale. Une partie de la théorie antispéciste s'appuie sur l'évolution des sciences de la nature, c'est le miracle de la condition humaine que de grandir toujours en intelligence et en connaissance du monde qui nous entoure, qui ont fait des progrès fondamentaux au cours des dernières décennies. Et donc on a découvert des choses qu'on ignorait superbement dans le monde animal, des découvertes qu'à titre personnel, j'estime assez merveilleuse. On arrive à des choses qui nous paraissent même presque folles. Je vous parle de la supériorité ontologique de l'humain sur l'animal, et en même temps, on sait par exemple depuis quelques années que grâce à, je crois que ça s'appelait Coco, elle est morte il y a pas si longtemps, grâce à cette femelle gorille à qui on a enseigné la langue des signes, on s'est rendu compte que certains grands singes sont capables d'apprendre plusieurs milliers de signes complexes, comme la langue des signes des sourds. Et donc, on découvre finalement des pans entiers de l'intelligence animale qui nous étaient jusqu'ici inconnus. Bon. Tout ça pour dire que l'antispécisme s'appuie sur cette progression des sciences de la nature, en particulier de la biologie et au sein de la biologie de l'éthologie, qui est l'étude du comportement des animaux, mais qui ne situe donc la réflexion sur l'homme qu'à l'intérieur de ce champ disciplinaire qui est l'étude du vivant. La biologie est un discours qui est passionnant et sans lequel on manquerait beaucoup de vérité profonde sur l'homme. Il n'y a pas, par exemple, de médecine sans biologie. C'est un domaine de connaissances qui nous éclaire évidemment sur nous-mêmes. Mais la biologie n'a pas le dernier mot sur l'homme. De la même façon que pour comprendre l'homme, il faut comprendre comment fonctionne son anatomie et l'anatomie de son corps animal. Il faut aussi s'intéresser à la psychologie, évidemment à toutes les sciences humaines que sont la littérature, les sciences sociales, dont j'espère parler dans un instant, mais aussi à son histoire. L'histoire, c'est le propre de l'homme, les animaux n'ont pas d'histoire. Parce que c'est une fois qu'on réduit la discussion sur le terrain de la biologie, eh bien, forcément, on ne va pas trouver de distinction de nature entre l'homme et l'animal. Si je m'identifie moi-même comme étant seulement le membre d'une espèce et que je n'affronte le règne animal qu'en tant que membre de l'espèce humaine, alors effectivement, je manque ce qui me situe en dehors même simplement du champ de l'animalité. L'homme est un animal. Il y a aucune possibilité aujourd'hui rationnelle de nier l'homme est un animal, pleinement un animal. Mais il est plus qu'un animal, et d'ailleurs, chaque moment de la philosophie a essayé de caractériser au fond ce qu'était l'homme en partant de cette idée d'animal, mais en ajoutant une épithète. L'homme est un animal pensant, l'homme est un animal rationnel, un animal politique, un animal culturel, un animal spirituel. Mais on voit bien qu'à chaque fois, en rajoutant cette épithète, on montre bien qu'il y a plus que l'animalité. Justement, dans votre ouvrage, vous avez plusieurs moments où vous essayez de trouver ou d'insister sur une distinction, disons, de nature, ou en tout cas un élément différenciant, disons, entre l'homme et l'animal. Et vous avez le pardon que vous citez le récit également, comme capacité à mettre en récit sa vie et à comprendre les choses via un récit. Et vous en citez d'autres aussi, la pensée, enfin différents nombres de choses. Je ne cherche pas à démontrer par A plus B qu'il existe un propre de l'homme, parce que ce n'est pas le champ de ma démonstration. J'essaie de montrer plutôt, moi, au contraire, comment est-ce que la négation de ce propre est inopérante intellectuellement. Je considère que ce n'est pas à moi d'apporter la charge de la preuve, et que c'est l'antispécisme qui, lui, doit répondre de ses propres faiblesses dans l'argumentation. Mais en revanche, effectivement, ça m'amène parfois à approcher certaines choses, et notamment, puisqu'on a parlé de l'argument des camps de concentration, qui peut être aussi utilisé pour dire finalement l'homme qu'on a longtemps cru être le meilleur des animaux se montre aussi comme étant le pire, parce que la cruauté en effet, la cruauté effectivement, aucun animal à notre connaissance n'a jamais humaine peut pas rivaliser avec le chat qui joue avec sa souris. On est vraiment dans exactement, aucun animal n'a génocidé ses semblables. Or l'homme, malheureusement à plusieurs reprises, s'en est rendu coupable. Et je cite un auteur que j'avais lu justement à ce sujet, Robert Antelme, qui lui est même rescapé des camps de la mort et qui tire une expérience littéraire qui, je crois, tourne vraiment autour du propre de l'homme, à partir de l'expérience qu'il a faite des camps de la mort. Et il dit deux choses. D'abord qu'effectivement, même confronté au pire de l'inhumain, l'être humain reste capable du pardon, ce dont aucun animal n'est possible. Regardez quand vous frappez par exemple un chien, il a une mémoire en plus qui fait souvent qu'il va s'en souvenir longtemps et qui va vous faire payer jusqu'à la fin. Et c'est d'ailleurs une façon instinctive de se protéger qui est tout à fait naturelle. Mais donc ce pardon-là, la capacité qu'a l'homme au fond de passer outre les lois de la nature les plus évidentes, à savoir si tu m'as agressé, alors je dois te considérer comme un ennemi et je dois te combattre, l'homme est capable de passer outre ça. Et il est capable aussi de tirer une expérience subjective, esthétique, littéraire, artistique, de ce qu'il a connu de pire. Je ne défends pas forcément
forcément l'idée qu'on est un bon écrivain que si on a traversé des épreuves, mais en tous les cas, on voit bien que les moments finalement les plus sombres de l'histoire, soit l'histoire personnelle de certains auteurs, ou au contraire l'histoire même à l'échelle des temps historiques, sont aussi les moments les plus féconds dans l'ordre de l'expression artistique. Et ça, précisément, cette façon de mettre en récit et d'esthétiser les expériences de la souffrance, je crois que c'est une manière de montrer que nous n'habitons pas la souffrance comme les êtres humains, comme les animaux le font. Pardon. Les êtres humains ne souffrent pas comme des animaux. Or, si vous dites ça, vous renversez le premier argument des antispécistes, qui est de dire la souffrance est un processus chimique et biologique, qui est le même si on regarde au microscope la façon dont la souffrance, qui est un signal neurologique qui va s'exprimer dans le corps d'un animal, c'est le même fonctionnement que la façon dont nous, chimiquement, on va ressentir la souffrance. De ce point de vue-là, si on se concentre uniquement sur la description biologique, nous sommes des sujets qui souffront de la même manière que les animaux. Mais nous avons, dans notre expression humaine, une souffrance qui est tout à fait différente. Et la preuve ultime en est que nous pouvons même aller jusqu'à la glorifier et que certaines souffrances sont des souffrances fécondes. Je cite dans le livre aussi la souffrance de la mère qui donne la vie et qui, dans la façon dont elle est perçue dans notre vie humaine, pour effroyable qu'elle puisse parfois être, malheureusement, est en même temps aussi une souffrance qui est source de joie et d'émotions profondes. Alors ça c'est intéressant et je me permets de noter une ironie, je dirais, dans cette nébuleuse militante, qui est que dans le domaine de la comparaison de l'homme à l'animal, il y a une réduction à la biologie, tandis que dans le domaine du rapport entre l'homme et la femme, là, la biologie est vue comme quelque chose de brut, de sale, de pourquoi vous venez biologiser la conversation. Il faudrait contourner justement par la capacité à construire intellectuellement. Exactement, où là, la culture, et donc le passage du sexe au genre, là, le genre doit dissoudre le sexe, et on parle que de genre. Et c'est un paradoxe qui est passionnant, mais qui, je crois, révèle, même si les deux manières de raisonner sont en apparence antagonistes, un même travers intellectuel, qui est de considérer qu'on peut au fond avoir le dernier mot sur le monde à partir d'un seul champ disciplinaire. Autant dans l'antispécisme, vous avez une espèce de prééminence du biologiste qui arrive, et après avoir ausculté au microscope l'être humain et je ne sais quel animal, finit par dire c'est de la même chose. Je sais que vous êtes amateur de mèmes, c'est un peu ce mème sur Internet, that's the same thing. Oui, et de la même manière, eh bien, dans le discours sociologique de la déconstruction des sexes, on a finalement un sociologue qui vient vous dire, en vertu des outils méthodologiques qui sont les miens, c'est-à-dire ceux de l'étude des constructions sociales, j'en arrive à une conclusion définitive qui est que les rapports entre les différents sexes, l'identification des êtres humains à un certain nombre de codes genrés, ça n'est qu'une construction sociale. Pardon, monsieur le sociologue, mais vous n'auriez pas pu démontrer autre chose puisque vous n'étudiez la réalité des rapports, des interactions humaines, justement qu'à l'aune de la façon dont elles sont typifiées, codifiées socialement. Donc, si vous voulez, cette façon de démontrer des vérités qui dépassent au fond le champ disciplinaire qu'on s'est fixé, c'est une forme, à mon avis, c'est de là que naît l'idéologie. De la même façon que, par exemple, le marxiste, selon moi, c'est une lecture économique du monde qui prétend en arriver à des conclusions philosophiques définitives qui dépassent le seul champ de l'économie. Et donc, la définition de l'idéologie, c'est prendre une partie pour le tout. Exactement. Et là, ils prennent leur discipline pour le monde. Et ils confondent, mais à la fin, sans même s'en rendre compte, ils confondent leur objet d'étude, c'est-à-dire, par exemple, l'homme comme animal ou l'homme comme sujet de construction sociale, avec la réalité. Et ils pensent que l'homme qu'ils auscultent à l'aide de leurs outils, c'est vraiment l'homme. Or non, ils n'auscultent qu'une partie de l'homme. Disons que le choix du microscope est déterminant. Et là, ils prennent le microscope biologique, on va dire, mais ils pourraient prendre un microscope culturel, un microscope philosophique, l'ordre du récit, etc. Et tout se joue en amont, en fait. Et si on fait tomber, c'est ce que vous avez essayé de faire tout à l'heure, le premier domino de travers, les autres ne tombent pas, l'argument logique, l'enchaînement logique ne suit pas. Exactement, mais si on était un peu chic, on pourrait dire que c'est une forme d'idéologie par synecdoque, c'est-à-dire qu'effectivement cette confusion permanente du tout et de la partie fait qu'ils arrivent à inventer un monde intellectuel dans lequel l'architecture de leur pensée se déploie de manière logique et quasiment irréfutable. Mais encore une fois, ça n'est qu'une réalité parcellaire. Et je crois, mais là je vais me fâcher avec tous les gens qui pensent que l'on peut aboutir à des conclusions définitives sur tous les objets d'étude. Moi je crois qu'on ne peut approcher la question de l'homme qu'à l'aune du mystère. Je crois qu'il n'y a pas de vérité définitive et scientifique sur l'homme et que nous sommes condamnés à, dans ce brouillard, ne faire qu'approcher, parfois même effleurer du bout des doigts certaines évidences. C'est pour ça que je crois que la littérature, par exemple, est la première des disciplines dans lesquelles on apprend à connaître l'homme. Et j'aime cette idée un peu du puzzle. Vous voyez, l'étude de la biologie, par exemple, ça n'est qu'une pièce d'un puzzle, mais
le puzzle pour autant est loin d'être résolu. Mais si on commence à dire que l'expérience humaine est le fruit du mystère, alors à ce moment-là, on désespère ceux qui On désespère les aimeraient idéologues. avoir le Le dernier brouillard mot. est toujours louche pour l'idéologue. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on me cache? Enfin, la notion de brouillard, je trouve intéressante, parce que le mystère en soi peut être une notion éminemment positive. Et aujourd'hui, le mystère, c'est ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on me cache. Moi, avec mon microscope à moi, que ce soit la biologie, la sociologie, etc., va dissiper ce brouillard et j'aurai l'entièreté du puzzle d'un coup avec ma théorie. Et il y a quelque chose qui m'a particulièrement intéressé dans votre ouvrage et qui fait un parallèle, je trouve, avec le wokisme que j'ai pu étudier de mon côté, c'est le rapport en réalité instrumental à la minorité. Et je vais faire un détour, mais on reviendra à l'antispécisme, qui est la théorie critique de la race, qui est la branche racialiste du wokisme, et qui est particulièrement puissante aux États-Unis, a pour idée de dire qu'il y a en Occident en général, mais aux États-Unis en particulier, un système, la notion revient systématiquement, c'est le cas de le dire, qui est omnipotent et omniprésent en faveur des Blancs. Bon, ça c'est un postulat posé. Et là-dedans, il y a eu des réalités inconvenantes, il y a eu un peu de brouillard qui est arrivé dans le microscope et qui est venu dire qu'en fait, aux États-Unis, donc système contrôlé par et pour les Blancs, omnipotent, omniprésent, etc., les Juifs et les Asiatiques se débrouillent mieux que la moyenne. Comment expliquer cette contradiction? Et là, le wokisme, la théorie, avait un choix entre défendre sa théorie ou sacrifier sa minorité. Et, à mon sens, a révélé sa nature profonde. On l'a vu même avant le 7 octobre, mais ça a été amplifié depuis, parce que le racisme anti-asiatique et l'antisémitisme sont devenus des postures courageuses à l'encontre du système blanc, des postures dissidentes, si vous voulez. Donc on a transformé ces minorités, on les a déchues de leur statut de minorité, et on les a sacrifiées, et on voyait que de ce point de vue-là, la défense de la minorité ethnique était purement instrumentale, parce que pour accabler le système blanc, on peut changer de minorité du jour au lendemain. On a vu la même chose avec la catégorie femme qui aurait été défendue en tant que telle, qui lorsque le transgenre est arrivé, et qui, avec sa, disons, sa potentialité déconstructrice supérieure de par sa fluidité, pouvait larguer la femme, et on s'est mis à dire personne qui menstrue pour pas dire femme. Donc on voit que la minorité sert des objectifs politiques à un instant T pour déconstruire les dominants et leur système. Et il me semble que dans l'antispécisme, c'est un peu une analyse que vous faites aussi en disant, dans pas mal de cas, le rôle de l'animal est instrumental pour accabler l'homme. On n'est pas là pour sauver des animaux, dans le fond, on est là pour animaliser l'homme d'abord. Et je trouve que ce parallèle-là me permet de comprendre le rapport de ces militants et aussi révèle, et je vous laisse répondre après, que la psychologie profonde derrière ces militants, dans un bon nombre de cas, ne généralisons pas trop, c'est le ressentiment. Le ressentiment tel que le définissait Nietzsche, c'est quelqu'un, quelque part, doit être responsable de mon mal-être. Et ensuite, je trouve des rationalisations et des justifications pour venir justifier ce ressentiment qui est le moteur profond de mon action. Donc un jour, je vais prendre et défendre les juifs en tant que tels pour traiter l'Occident d'antisémite, et le lendemain, je vais accabler les juifs pour traiter l'Occident d'islamophobe et de arabophobe via la question palestinienne. Moi, je suis assez effectivement sur l'analyse sur l'instrumentalisation des minorités. C'est d'autant plus vrai pour l'animal que les animaux eux-mêmes n'ont pas réclamé les droits qu'on aimerait leur prêter Exactement. aujourd'hui. Et d'ailleurs, les antispécistes, qui encore une fois sont tous des idiots, le savent très bien et n'y voient absolument aucune contradiction, puisque de toute façon, et c'est d'ailleurs là qu'il y a une forme de paradoxe, l'antispécisme est d'abord au fond une élucubration de la morale humaine. C'est-à-dire que pour eux, il s'agit finalement pas tant de sauver les animaux pour le bien-être des animaux eux-mêmes que pour le progrès de la conscience morale. Peter Singer dit quelque part au détour d'un entretien qu'il n'a aucune empathie pour les animaux, qu'il n'aime pas trop les animaux, il n'en a pas chez lui, ça le regarde, c'est son droit le plus strict, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, finalement, ce qui compte pour eux, c'est presque plus cette espèce de pureté intellectuelle qui disent mais comment est-ce que l'on pourrait encore un tout petit peu plus améliorer la morale humaine dans une espèce de souci d'accomplissement permanent du progrès. Mais en réalité, ce qu'il y a derrière cet accomplissement, c'est aussi un refus de se prosterner devant les dernières ruines de la civilisation judéo-chrétienne qu'ils enfoncent ouvertement et sabre au clair. Et plusieurs auteurs le disent, en particulier Derrida lorsqu'il essaye de réfléchir à la question animale à la fin de sa vie et qui prononce quelques conférences sur l'animal, montre bien que selon lui, sans parler de la question animale, c'est une des dernières manières de pourfendre le préjugé. Alors il dit épi, prométhéo, judéo, chrétien, enfin c'est-à-dire qu'il combat d'un même coup Aristote, Saint Carnot Thomas. a logocentré aussi dans le contexte. Et derrière cette idée, je crois que
il y a vraiment presque quelque chose d'eschatologique. Je ne l'écris pas comme ça dans le livre, qu'il faut être prudent, et je ne cherche surtout pas à faire de mon livre une croisade, vous voyez, mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que notre vision de l'homme, y compris dans l'inconscient collectif, reste très largement imprégnée de l'anthropologie chrétienne. Les droits de l'homme que chacun revendique à tort et à travers parfois dans l'enceinte du débat public, sont des droits qui sont alignés avec l'idée que l'homme étant créé à l'image de Dieu, il est détenteur d'une dignité qui dépasse sa personne au plan individuel, mais que finalement traiter un individu, c'est traiter à travers lui l'humaine condition tout entière. Vous voyez, cette idée-là, elle est profondément chrétienne, et en s'attaquant à l'image de l'homme telle qu'on se la représente, en s'attaquant même au monde des droits de l'homme, les antispécistes ont conscience, je crois, ou s'ils n'en ont pas conscience, c'est malgré tout inscrit dans l'inconscient de leur combat, de s'attaquer finalement au dernier mur porteur qui n'avait pas encore été abattu de cette civilisation chrétienne en ruine. Au fond, dans un monde qui a supprimé toute iconographie chrétienne, toute représentation de Dieu, et y compris toute manifestation spirituelle dans la vie courante, l'homme est la dernière image de Dieu sur Terre. Parce que si l'on a une conception de l'homme qui finalement atteste que l'homme est créé à l'image de quelque chose de plus grand que lui, même si ce n'est pas formulé en ces termes, je crois que c'est encore cette vision anthropologique qui nourrit le droit des droits de l'homme, eh bien si l'on abat cette image, alors on abat finalement le dernier visage de Dieu. Vous voyez. Et je ne dis pas ça encore une fois dans une perspective d'un combat presque civilisationnel entre un catholicisme en ruine et un antispécisme qui viendrait. Mais je crois que c'est au fond eux-mêmes intentionnellement qui ont conscience qu'il s'agit de destituer une civilisation à l'agonie en retirant la dernière chose qui l'a fait encore tenir à peu près debout. Tout à fait. Et dans le wokisme, j'ai eu ce même sentiment que vous de vertige et de comprendre à quel point ils visaient le pilier central qui pourrait tout faire tomber derrière du bâtiment. Quand ils ont cherché, il y a eu une polémique il y a quelques années là-dessus, à disons, queeriser ou déconstruire pardon, les mathématiques avec le 2 plus 2 égale 5. Il y a eu une polémique, donc objectivement orwellienne, puisque la formule 2 plus 2 égale 5 est présente en 1984, où ils ont essayé de dire ils ont trouvé quelques mathématiciens complices, pour dire si, dans certains contextes, non vraiment, alors dans le wokisme, la parodie n'est qu'une prophétie généralement, mais ils ont cherché à démontrer ça, et là on voit très bien l'intention derrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que les mathématiques étaient arbitraires, là, vous avez ouvert la porte pour de l'arbitraire partout. Tout est arbitraire. Et donc, j'ai ce même sentiment, en effet, de dire, une fois qu'on a aboli l'homme, une fois qu'on a aboli l'image de Dieu sur Terre, on pourra pouvoir tout faire, ce sera carte blanche pour le système qu'on veut instaurer, le pouvoir, etc. Il y a souvent une sorte de permission implicite. C'est-à-dire que si j'affirme que les mathématiques sont arbitraires, je suis en train d'affirmer, laissez-moi tout faire, tout est arbitraire, laissez-moi gagner. Il y a une espèce de cette idée implicite, je trouve, dans un rapport au pouvoir. Il y a quelque chose de profondément arbitraire dans les mathématiques, puisque tout est codifié et qu'effectivement une vérité mathématique n'est énoncée que justement à partir du moment que l'on considère que les hypothèses qui la précèdent et même jusqu'aux conventions d'écriture qui permettent de l'exprimer sont valables. En tout cas, ça s'exprime que dans ce champ-là. Ça se vérifie. Et ça se vérifie. En tous les cas, si à un moment, effectivement, il y a des premiers axiomes mathématiques qui sont posés à partir d'Euclide, je prétends pas être évidemment un grand mathématicien, mais simplement c'est la force de l'évidence qui veut ça, c'est que il y avait une forme, c'était opérant, il y a une forme d'efficacité en elle-même de ces axiomes et des théorèmes et des vérités mathématiques et des démonstrations qui permettent d'engendrer et qui se vérifient en plus dans l'usage que l'on fait au quotidien des mathématiques pour rendre justement le monde habitable. C'est-à-dire que finalement, on en vient à condamner la logique de l'évidence. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir rendre compte de tout d'une manière argumentée, construite. Et si on n'en est pas capable, alors il faudrait que l'édifice entier s'effondre et que l'on reconnaisse qu'on n'a jamais jusqu'ici fondé ses certitudes que sur des constructions contestables. En réalité, non. Il suffit d'éprouver la force de ces évidences dans la vie quotidienne pour les justifier. Et cette manière dont on est sommé parfois de rendre compte de tout ce qu'on est jusque dans les moindres présupposés qui permettent la vie en commun, je crois que c'est une impasse qui nous condamne au fond à douter de chaque universel. C'est Chantal Delsol qui le montre assez bien en vie, dit-elle, dans le crépuscule de l'universel, parce qu'au fond, toute idée mise en commun est suspecte. Et paradoxalement, ça vous le montrez mieux que moi, paradoxalement, il y a en même temps aussi une injonction à la condamnation universelle dans ces mouvements sociaux que vous évoquez, c'est-à-dire que ce sont des mouvements qui n'avancent pas seulement en espérant opérer la démonstration que nous vivons dans un système profondément injuste et intolérant, il faudrait encore que tout le monde communie universellement aussi à cette idée. D'ailleurs, même probablement plus dans ces mouvements que dans d'autres mouvements politiques, vraiment l'idée de l'assentiment collectif est nécessaire. Faire converger les luttes de toute la planète
sur Sciences Po Paris sans doute. Une façon de formuler ce que vous dites sur les mathématiques, ce serait simplement de dire, est-ce que vous accepterez de monter dans un avion qui ne respecte pas les mathématiques? A priori non. On a aussi une sorte de confiance dans cette régularité, et ceux qui prétendent déconstruire les mathématiques n'ont pas, je pense, même eux, la prétention de pouvoir s'en affranchir durablement dans la vie quotidienne. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans votre ouvrage, et ça permettra de faire le pont aussi vers d'autres thématiques, c'est que vous dites que dans un monde matérialiste, la moralité se réduit à la souffrance. Et la question de la souffrance, on en a parlé un petit peu, vient englober l'intégralité de notre espace moral. Et alors, à votre avis, pourquoi est-ce que c'est le cas? Et quelles sont les ramifications de cette nouvelle conception morale qui, en effet, aujourd'hui, est très largement partagée par nos concitoyens? Euh, Quand je réfléchis à la question de la souffrance, je ne peux pas m'empêcher de le faire à travers la façon dont l'a conceptualisé Lewis, Christopher Lewis, voilà, l'auteur du Monde de Narnia, mais qui a aussi écrit un certain nombre d'essais passionnants, et notamment un qui s'appelle Le problème de la souffrance, et qui montre en des termes en plus brillants de simplicité comment est-ce qu'au fond ce problème il est de toute façon constitutif de tout problème moral. C'est-à-dire que vous avez raison de dire qu'effectivement dans un monde matérialiste, en fait la souffrance s'identifie au mal, c'est-à-dire qu'en fait on confond le mal avec les conséquences qu'il engendre, parce que la souffrance est la conséquence d'un mal, d'une lésion. Donc ça, vous avez raison là-dessus. Mais pour autant, il ne faudrait pas donner l'impression de nier que la souffrance est de toute façon d'entrée de jeu constitutive d'un problème moral, que C.S. Lewis formule dans des termes aussi simples que cela. Si l'on est chrétien, si l'on croit dans un Dieu tout-puissant, et qu'en même temps on croit que ce Dieu est bon, alors que faire de la souffrance? C'est-à-dire que si Dieu est bon et tout-puissant, il devrait pouvoir empêcher la souffrance. Or, la souffrance existe. Donc, soit il n'est pas tout-puissant parce qu'il n'a pas la capacité d'empêcher la souffrance, soit il n'est pas bon parce qu'il laisse le mal se faire. Et donc, il est indifférent à la misère humaine. Bon, partant de ce problème-là, que C.S. Lewis, en plus, aborde dans une perspective apologétique, parce que lui, il essaye aussi de dépasser ce problème pour montrer qu'il n'est pas incompatible avec la foi chrétienne. On voit bien qu'on est heurté d'entrée de jeu dans notre expérience humaine par cette souffrance qui nous fait en fait, à travers elle, miroiter toute la question du mal. Moi, ce qui effectivement m'afflige, c'est de considérer que la souffrance en elle-même doit être condamnée en lieu et place du mal qu'il a engendré. Toute souffrance n'est pas un mal. Oui, toute violence elle-même n'est pas un mal. On le voit bien, on en a parlé un petit peu, la confusion. Au rugby ou qu'on fait un sport, on se fait mal, mais c'est pour la bonne cause et ça nous fait du bien en quelque sorte. Enfin, en tout cas, il y a même à faire du sport de façon intensive, il y a une sorte de douleur là-dedans, il y a une souffrance. Oui, encore qu'on pourrait retourner l'argument en disant qu'une souffrance finalement qui est librement acceptée, ça n'est plus une souffrance, mais il y a aussi des souffrances qui sont alors soit malheureusement inévitables et pour autant elles ne constituent pas la trace d'un mal moral, soit des souffrances qui, je citais tout à l'heure l'argument par exemple de la conception humaine et de la maternité, la souffrance de l'accouchement est une souffrance qui peut être interprétée dans un sens spirituel comme par exemple la trace du péché originel, mais qui pour autant n'est pas une souffrance qui dénote à l'échelle des temps d'une vie humaine, d'un mal ou d'une faute qui aurait été commise. Oui. Mais donc ça nous renvoie au fond à notre conception presque métaphysique du mal et de la faute. Mais on n'a plus accès à cette délibération, à cette discussion, si on confond le mal et la souffrance. Et surtout, et ça nous ramène à ce que je disais sur la distinction entre la souffrance humaine et la souffrance animale, si on ne retient de la souffrance que sa manifestation biologique, c'est-à-dire que si on n'interroge pas la souffrance dans sa dimension psychologique et authentiquement humaine, alors on ne comprend pas le mystère de la souffrance. Si on ramène la souffrance de l'humain dans ce qu'elle peut avoir aussi d'encore pire lorsqu'elle est uniquement intérieure et intellectuelle ou psychologique, si on ramène cette souffrance à la souffrance de l'animal qu'on conduit à l'abattoir, alors on a manqué complètement la question de la souffrance. Alors vous avez publié il y a quelques mois... Pardon, je finis juste là-dessus, mais d'ailleurs c'est intéressant, il y a des auteurs antispécistes qui ont même dit que c'est pour ça qu'il est presque pire moralement d'emmener une vache à l'abattoir que de conduire dans les mêmes conditions un être humain, parce que la vache ne sait pas ce qu'il attend, et que donc elle souffre d'autant plus psychologiquement de ce stress, alors que l'homme aurait, sur le temps du trajet qu'il y conduit, le temps de méditer intérieurement cette propre souffrance et donc quelque part de s'en détacher. Et donc du coup, la souffrance animale serait encore plus injuste parce qu'il y a une forme d'innocence de l'animal qui, n'étant pas capable de méditer intérieurement le problème de la souffrance, est d'autant plus étranger finalement à cette souffrance et donc finalement souffre d'autant plus. Mais j'ai entendu des chrétiens faire l'argument inverse sur la mort du Christ, en disant, écoutez, il est omniscient, et en fait, ça empire
la souffrance parce qu'il sait qu'elle vient. C'est qu'on a un sentiment d'attente angoissée parce qu'on sait qu'un examen arrive, etc. Cette souffrance-là est bien souvent pire que de passer l'examen en lui-même. Il y a une attente, une angoisse. Donc on pourrait renverser cet argument-là aussi. L'homme qui sait qu'il va à l'abattoir, c'est un moment quand même assez l'avant et presque aussi dur que le pendant. Encore que là, on rentre dans les discussions théologiques, sur la croix, c'est l'humanité du Christ qui est crucifiée et non pas sa divinité. Il souffre authentiquement comme un humain. On posera la question à Rémi Bras quand on le recevra. Alors, je voulais parler... C'est ce que dit Gustave Thiebaud, en tout cas, quelque part. C'est vrai. Je voulais parler d'un article que vous avez publié il y a quelques mois, qui a rencontré un vif écho et qui a manifestement touché un nerf, comme on dit c'est une expression anglaise, dans le corps social à minima français, qui était un article sur Dry January, publié pour Le Figaro. Je vous laisse résumer votre argument dans les grandes lignes de cet article et ensuite essayer peut-être d'expliquer, à votre avis, pourquoi est-ce qu'un article très intéressant, mais a priori relativement banal dans le fond, et à ce point-là, susciter des émois à la fois sur le site du Figaro et sur les réseaux sociaux plus généralement. Article, c'est un bien grand mot. Hein. C'était un billet d'humeur un peu mi-amusé, mi-agacé. Non, c'était un billet d'humeur. C'était plus une manière un peu de pousser un coup de gueule au moment où je voyais monter la tendance sur les réseaux sociaux du Dry January. Donc l'idée de passer tout le mois de janvier sans boire une goutte d'alcool, janvier sec. Figaro en a par ailleurs très largement fait la promotion à travers toutes les autres publications. L'équilibre de notre ligne est sauf. Non, en passant ce phénomène à travers plusieurs prismes. D'abord, ce que je vois, c'est que il y a une contradiction évidente entre l'inspiration immédiate de ce janvier sec, qui rappelle bien sûr les efforts d'ascèse que font notamment les chrétiens au moment du carême. J'ai retrouvé d'ailleurs un Américain qui avait écrit sur Slate, je crois en 2008, qu'il était l'inventeur du Dry January et que ça expliquait qu'en fait, il ne pouvait pas faire carême, il ne voulait pas faire carême parce que son anniversaire tombe souvent au printemps, au moment du carême, et qu'il n'entend pas fêter son anniversaire sans boire des quantités d'alcool faramineuses. Donc du coup, il a préféré passer ce moment annuel sans alcool au mois de janvier parce que c'était plus simple pour lui. Bon. Mais cette filiation avec le carême m'intéresse parce que dans l'évangile, l'effort de privation qui est proposé aux chrétiens, il est discret, il se fait dans l'intimité de la chambre. Il n'y a pas de signalement. Voilà, il faut que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche, il faut que lorsque tu jeûnes, tu te parfumes la tête pour que personne en dehors de ton Dieu qui le voit dans le secret ne puisse savoir que tu fais des efforts. Il y a une condamnation du signalement de vertu dans Exactement. la Bible, qui est de dire soit vous avez de la vertu, soit vous la signalez. Mais alors que là, l'intérêt du Dry January, mais qui est assumé par ses promoteurs, faire un hashtag. Ça n'est pas seulement de faire un janvier sans alcool, c'est de créer une tendance autour de ce janvier sans alcool pour compenser, disent-ils, le caractère social de la consommation d'alcool. C'est-à-dire l'idée que si vous êtes le seul à ne pas boire dans une soirée où tout le monde boit un verre de vin, vous allez être ostracisé. Et donc, disent-ils, pour compenser ça, il faudrait qu'on rende cool le fait de ne pas boire d'alcool. Et donc, si tout le monde s'y met, au fond, peu importe que vous ayez bu ou pas de l'alcool en janvier, mais si vous avez mis une story où vous dites « 3e jour sans alcool, vraiment, je suis super fier de moi », alors à ce moment-là, tous les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux vont se dire « c'est bien, c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose de valorisant socialement de ne pas boire d'alcool, je vais faire comme lui. » Voilà. Donc la force de l'exemple complètement renversée. J'essaie de dire méchamment dans l'article qu'il y a des groupes anonymes pour ça, mais au-delà de cette... D'abord, plusieurs choses. Janvier sans alcool. Non-alcoolique, pas anonyme. On pourrait. Non, mais janvier sans alcool, ça naît au Royaume-Uni où la consommation de l'alcool est un véritable problème de santé publique. Je ne nie pas que ça peut l'être dans certaines situations en France, mais ça ne l'est pas dans les mêmes proportions. Donc déjà, on transfère une situation venue d'une société qui a ses propres addictions à la nôtre, dans laquelle, heureusement et dans la plupart des cas, le fait de boire de l'alcool, c'est un geste qui n'est pas nécessairement synonyme de problèmes de santé chronique. Et je sais que c'est aujourd'hui, en disant ça, s'exposer à des milliers de messages d'insultes de gens qui vont vous dire « Mais attendez, moi, dans mon expérience personnelle, dans mes amis, je connais quelqu'un qui, on l'a vu quand Léa Salamé l'autre jour a eu le malheur de dire à quelqu'un « Vous êtes devenu un peu chiant parce qu'il ne buvait pas d'alcool ». Et là, tout de suite, elle a eu une levée de bouclier. Ah non, on peut quand même heureusement dire que la plupart des gens en France, et heureusement, ça fait partie de notre culture et de notre tradition, savent boire, savent apprécier l'alcool, pas seulement pour les effets et la dilatation de la conscience qu'il produit, mais d'abord et avant tout pour le plaisir gustatif et la qualité. Je dis aussi dans le billet d'humeur que c'est plus facile de se passer d'alcool quand on boit des mauvais whisky au Royaume-Uni que quand on boit des bons vins de Bourgogne en France, mais c'est évidemment pour l'anecdote. Mais bon, tout ça, voilà, pour dire que cette espèce de, ouais, comme vous le dites, de signalement de vertu permanent est un peu pénible, que c'est quand même aller à l'encontre, au fond, de l'idée même d'effort qui, précisément, en étant discret, est un effort pour soi.
Et là, il y a un effort qui est finalement social et collectif. Visibiliser. Et puis ensuite, il y a cette idée de plus en plus que le faux a la valeur du vrai. On le voit, les marchés de boissons font maintenant la part belle aux boissons sans alcool, mais qui ont le goût, vous savez, ça a le goût, ça a l'odeur, c'est pas de l'alcool. Bon, et ben, ces boissons qui au fond imitent le produit que l'on veut interdire ou que C'est l'on vrai. veut remplacer. La Et- fausse viande. Et je fais le parallèle avec les cigarettes sans tabac, les puffs, là, les puffs qu'on fume devant le lycée, la viande qui a le goût, l'odeur et la texture de la viande, mais qui est un produit de soja. Bientôt, on aura aussi la viande in vitro qui est faite avec de la vraie matière animale, mais qui est produite en laboratoire et pas Et dans les cette champs. artificialisation et ce fake coexistent avec une tendance culturelle vers l'authenticité aussi. Et c'est assez fascinant. C'est-à-dire que tout le monde veut être authentique, sans filtre, hashtag no filter, etc. Mais déjà, Et en même l'authenticité temps, qui se vend elle-même sur les réseaux sociaux vrai. à grand renfort de story Instagram, C'est vrai. on voit déjà qu'elle a quelque chose d'inauthentique en elle. Authenticité Il y a une vendue contradiction est dans déjà les termes. bien sûr, d'accord. Donc, je m'inquiète en tout cas, voilà, cette tendance qui fait finalement de la copie l'équivalent du modèle. Et ça rejoint au fond ce qu'on disait tout à l'heure sur la confusion des choses, c'est-à-dire qu'on se contente aujourd'hui d'un monde dans lequel, c'est une phrase, vous savez, qui est dans le départ routier, ce texte d'engagement scout que l'on prend à l'âge adulte au terme de ces années de scoutisme. On dit aux routiers, tu ne dois pas te contenter d'un monde truqué où les tricheurs sont rois. Mais on vit précisément dans un monde truqué où la triche existe partout et où l'on s'en satisfait bruyamment. Et c'est d'ailleurs paradoxal de se dire quelqu'un qui, par exemple, a décidé de se passer d'alcool, de se passer de viande, de se passer de tabac et qui est fier de ça, va vouloir malgré tout consommer des produits qui en ont l'apparence, la texture et C'est le vrai. goût. Et C'est tout de une même... nostalgie quasiment du produit. C'est tout de même authentique. étonnant, ouais. Et on a parlé un petit peu du monde anglo-saxon, et c'est un mot qui est beaucoup revenu, j'ai dit que ça avait de l'avance, etc. Je trouve que c'est un clivage souvent très pertinent. Donc le monde anglo-saxon versus le monde, disons, latin. On rajoute les Italiens et les Espagnols dans notre belle barque. Et là-dessus, je trouve que le rapport à l'excès est très différent chez eux que chez nous. Et pour une petite anecdote, moi j'étais allé visiter il y a quelques années, lorsque j'avais contemplé le fait d'aller faire l'université aux États-Unis, beaucoup d'universités. Et là on avait systématiquement la même jeune fille de 20 ans et quelques qui nous fait la présentation en marchant en arrière et en se dirigeant nos yeux vers les différentes parties de l'immeuble, etc. Et toutes, avec un accent que je me tâcherai d'imiter tout de suite, nous faisaient la même description en disant Here, the unofficial motto is work hard, play hard. Pour dire, ici, le slogan officieux, c'est work hard, play hard. Et je trouve que work hard, play hard, qui est très répandu comme idée et même comme terme, comme phrase, disons, dans ce monde-là, résume bien ce monde protestant de l'excès. Et j'avais lu dans les commentaires de votre article Figaro, avait assez bien résumé la chose. Si vous faites un janvier sec, c'est peut-être que vous avez passé décembre à la cave. Et de dire que, en fait, oui, c'est dans un monde d'excès qu'on vient répondre par l'autre excès de privation, de puritanisme, de négation de soi et de ses plaisirs poussés à l'absolu, et que le monde latin n'a pas le même rapport à ça. Et un autre exemple là-dessus, qui à mon sens vient étayer cette hypothèse, c'est plus directement le rapport à l'alcool, et notamment de la première gorgée. Moi, j'ai plutôt grandi là-dessus dans le modèle français qui est la petite gorgée de vin le dimanche midi progressivement dans l'adolescence. Il faut rappeler que dans les années 50, on servait du vin à des gens en 6e, en 5e, en 4e, etc. Ce qui nous paraît impossible aujourd'hui. Alors que dans le monde états-unien, il y a cette transgression de 21 ans, seulement à partir de 21 ans. Si le barman vous voit avec des gens d'en dessous de 21 ans, il ne va pas vous servir vous, parce que vous pourriez en donner à ceux qui ont moins de 21 ans à cet instant-là. J'ai étudié la question, je connais un peu ce monde-là. Et il y a cette transgression de « ça y est, j'ai 19 ans, certes, il faut que j'attende encore 2 ans, mais je vais transgresser, je vais acheter de l'alcool en trichant. » Donc tous sont c'est très répandu, des fake ID, donc des fausses cartes d'identité pour aller acheter, donc aller transgresser cet alcool. Et il n'y a pas du tout ce même rapport-là, me semble-t-il, en France. Et là-dessus, j'assume un chauvinisme complet. Je trouve que notre modèle est beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré que ce modèle de l'excès, du tout ou rien, du 100% ou du 0%, et donc du décembre à la cave et du janvier sec. Oui, la philosophie gréco-latine déjà, la vertu se tient au milieu, disent les philosophes. C'était cette idée effectivement que la médiété de la chose, c'est ce qui constitue au fond la juste mesure. Je crois, à mon niveau en tout cas, qu'on a une porosité de plus en plus grande avec justement ces valeurs de société anglo-saxonne que vous citez et qui déjà nous contaminent.
Largement. Et notamment, alors je sais pas si c'est l'occasion d'en parler, mais on en discute souvent entre nous et je sais qu'on partage des vues communes là-dessus, notamment à travers par exemple l'écueil du développement personnel qui je crois est aujourd'hui, et avec toutes ces micro-variations, la façon dont, par exemple il va s'exprimer de manière plus particulière quand c'est vraiment pour les femmes et l'épanouissement féminin, je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui lisent la presse féminine, mais en tout cas même sur la façon dont ça s'épanouit sur les réseaux sociaux. Bref, toutes les déclinaisons du développement personnel et des discours qui disent prenez soin de vous et voici la façon dont on va vous Bien sûr. proposer de le faire, mais qui justement sont à mon avis une invitation presque constante à l'excès. L'excès dans de nombreuses dimensions. Et effectivement, le fait de même l'idée même de devoir discourir, et on voit que les réseaux sociaux et l'univers des tendances, des codes, des hypes, etc. participent de ça, de devoir discourir de ce qui fait qu'une vie est pleinement épanouie, ça nous amène presque à une logique de rentabilité très protestante au fond, Tout à fait. c'est-à-dire qu'as-tu fait du temps qui t'est donné, vois le temps que tu as, il est compté, Tu il fais est fructifier précieux. tes talents aujourd'hui. Oui, mais bon, il y a une idée profondément chrétienne derrière ça, mais qui poussée à l'excès peut être effectivement une manière, je crois, en plus de passer à côté de notre vie. Et on le voit bien dans la façon dont ça s'épanouit, la façon dont on codifie le rapport au sport, au culte du corps, dont on codifie évidemment le Sur rapport avec maintenant tout performance. ce que l'on va manger, tout ce que l'on va boire, etc. Et c'est quand même curieux, ça dénote à la fois d'un profond narcissisme et d'une attention portée à soi qui est presque navrante. Et en même temps, le risque à travers toutes ces tendances, c'est de passer aussi à côté de son propre épanouissement. Et cette tendance, malheureusement, encore une fois, on en a discuté plusieurs fois, elle est accélérée aussi par la manière dont le champ médiatique se recompose, avec une attention de plus en plus, je crois, portée au lecteur comme sujet journalistique et pas Oui. simplement comme spectateur C'est du vrai. monde qu'on va étaler sous ses yeux. Moi, je me navre, et je dis ça, c'est un reproche que je me fais à moi-même et que je fais à mon propre journal, parce qu'on y participe comme tous les autres, mais je me navre de voir de plus en plus d'articles, avec un ton presque psychologisant, portés sur, au fond, l'environnement quotidien du lecteur. On n'a jamais fait autant de succès d'audience que sur les articles qui vont parler de vos finances, votre argent, votre couple, votre famille, votre sexualité, évidemment, Des votre pronoms bien-être, personnels dans le vos titre de enfants. l'article. Mais ça passionne les gens, et pour des raisons compréhensibles, hein. Il est très intéressant de savoir ce qui va me permettre de gérer un tout petit peu mieux mon budget, tout petit peu mieux ma vie sexuelle, ou un tout petit peu mieux mon couple, ou que sais-je. Évidemment, c'est des choses qui passionnent. Mais vous voyez, le journalisme qui était censé être une fenêtre sur le monde et une ouverture sur l'altérité devient en fait un miroir qui me renvoie à moi-même. Vous disiez, on ouvre son journal pour prendre des nouvelles de soi. Oui, un peu. Et finalement, l'exercice journalistique se confond presque avec la publicité, qui est notre manière de gagner notre croûte, puisque au fond, la publicité qui est un miroir sur le lecteur, qui doit l'amener à se rêver un tout petit peu meilleur qu'il n'est, c'est exactement la façon dont fonctionnent aussi maintenant de nombreux articles de presse. Je vous vends une vie qui ressemble à la vôtre, mais qui est simplement un tout petit peu différente ou un tout petit peu meilleure, mais vous allez vous y reconnaître. Et au fond, on ne va pas on va pas parler d'autre chose que de web. C'est dans la publicité, dans les médias, j'ai compris ça, c'est quelqu'un qui m'a expliqué. Je m'étonnais de voir que quand j'ouvrais la plupart des magazines que je lisais, je voyais des publicités pour des montres que je pourrais jamais m'acheter, des voitures que je pourrais jamais m'offrir, des vacances où je pourrais jamais aller. Et je disais, mais quand même, Je ça ne veut dois pas être dans cette cible. exactement, c'est-à-dire que je suis pas dans les catégories socio-professionnelles qui sont visées. On me dit si. Mais justement, le lecteur, Si, il va au-dessus, rêver ouais. simplement de la catégorie juste au-dessus de la sienne. L'ouvrier, il va pas rêver tout de suite d'être un milliardaire, mais par contre, le lecteur, par exemple, bourgeois du Figaro Magazine, il aimerait être juste un riche et pas simplement un bourgeois, oui. Bon. Oui, et Fourquet, le sondeur et sociologue Jérôme Fourquet avait noté ça, l'idée d'un low cost de luxe, quasiment. Pour les gens, pour le coup, qui sont en bas de l'échelle sociale, on va pas non plus leur montrer une Rolex, mais on va montrer une montre qui ressemble un peu à une Rolex, qui coûte moins cher, pour là aussi taper dans la catégorie juste au-dessus. Le goût de la Rolex. C'est le goût de la Rolex, absolument. C'est le goût du vrai diamant sous la dent qui croque. Et alors, Il n'y a que vous qui savez reconnaître une vraie Rolex. non, il y a que vous, Paul. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va clore cet entretien prochainement. Une question que j'aime poser à nos invités systématiquement, c'est y a-t-il un livre que vous auriez aimé avoir lu plus tôt, et si oui, lequel et pourquoi?
Il y a beaucoup de livres que j'aurais aimé lire, mais que j'ai toujours pas lu, malheureusement. C'est toujours désespérant. Un livre que vous aimeriez lire plus tard, on pourrait faire ça là-dessus, Ouais, disserter sur le livre que vous n'avez pas lu. La liste de Très tous bien. les livres en souffrance dans une bibliothèque. J'en ai amené un, c'est de Gustave Thibon, donc philosophe paysan ardéchois. Si ceux qui nous écoutent ont encore quelques minutes à perdre après cette vidéo, ils pourront aller cliquer sur les archives de l'INA sur YouTube, on en trouve des extraits d'entretien de Gustave Thibon. Il a un Incroyable. accent à couper au couteau, c'est extraordinaire de l'entendre parler. Mais enfin, il écrit aussi, il fait pas que parler, il a une œuvre assez prolifique, d'aphorismes, donc ça se lit très bien et je l'ai lu évidemment pas en une fois, mais plutôt comme une lecture de chevet. Vous voyez, c'est des petits aphorismes qui se lisent comme ça avant de dormir et qui, je crois, en tout cas dans son style à lui, nous font éclairer quelque peu justement le mystère de l'homme que lui, Gustave Thibon, voit comme vraiment ce mystère d'un idéal confronté à la finitude de sa propre condition matérielle. Gustave Thibon est tourmenté par ça, l'idée au fond que mes désirs, mes aspirations, mon intelligence sont en moi la preuve que je participe d'une dimension qui est supérieure à celle de la condition effective dans laquelle je me déploie. Et comme c'est un auteur chrétien, il le voit notamment à travers aussi le regard du péché, et sans être ni doloriste, ni nous enfermer justement dans le regret de cette condition inachevée. Gustave Thibon, il voit au contraire une porte vers quelque chose de plus grand que nous, ou une échelle vers le ciel, comme cette image de l'échelle de Jacob, l'image de l'Ancien Testament, où justement Jacob voit les anges qui montent et qui descendent de la terre vers le ciel, et dans un double mouvement, finalement, nous montre ce que plus tard l'arrivée du Christ dans l'Évangile réalise, c'est-à-dire le fait que Dieu ouvre les portes du ciel à l'homme. Et pourquoi est-ce que cette lecture m'a vraiment d'abord beaucoup remué et qu'ensuite j'aurais aimé le lire plus tôt, c'est que Thibon me fait comprendre que précisément dans la réflexion, l'intelligence humaine, il ne saurait jamais être question d'excès. Et en particulier, quand je relis un petit peu la façon dont j'ai essayé de construire ma pensée, j'ai l'impression que j'oscille souvent d'un mouvement à un autre. J'ai été par exemple très dogmatique dans les premières années où je commençais à réfléchir parce que l'éducation que je recevais dans une institution catholique, dans l'établissement où j'ai fait ma classe préparatoire, me conditionnait à ça. Et puis l'arrivée dans les études parisiennes, au contraire, me détachait d'un certain nombre de certitudes que je combattais avec plus de violence ou dont j'essayais de trouver les failles. Et Gustave Thibon dit ça, et je le confie vraiment à tous ceux qui essaient d'avoir un cheminement de pensée, parce que il dit finalement, il ne faut jamais renier ce qu'on a pu penser ou ce qu'on a pu croire à un moment donné, parce que s'il y avait une erreur, elle ne vient pas finalement tant de ce que l'on a approché que de nous-mêmes en fait. Il reprend, vous savez, la phrase que Dieu dit à Clovis au moment de la conversion de Clovis, il y a de cela 15 siècles, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Gustave Thibon écrit non, ne brûle pas ce que tu as adoré, car une nouvelle forme d'idolâtrie se cache là. Tes idoles ne furent pas responsables de ta folie, brûle seulement ton adoration. Et je réfléchis à ça, vous voyez, par exemple, en pensant aussi à la façon dont un certain nombre d'intellectuels conservateurs aujourd'hui essayent d'émanciper, et ce réflexe me semble salutaire, d'émanciper la réflexion contemporaine du passage des Lumières vu comme une espèce de rationalisation excessive de l'intelligence. Je crois qu'effectivement, il faut, pour pouvoir de nouveau penser le destin collectif de l'Occident, se débarrasser de fausses certitudes héritées notamment de l'âge des Lumières. Et pour autant, il y aurait quelque chose d'excessif à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, jeter les évolutions du droit, par exemple, dont on a parlé, du droit moderne fondé sur les droits de l'homme, etc. Parce que dans une époque dont on connaît aujourd'hui les excès, on voudrait tout jeter ensemble. C'est aussi rase de la table rase. Exactement, c'est aussi une forme d'idolâtrie, et vous avez raison de parler de table rase. C'est une idolâtrie à laquelle les marxistes d'abord, et puis tous leurs héritiers post-marxistes, wokistes, etc., nous ont habitués. Ouais. C'est au fond qu'ils ont une forme d'idolâtrie de leurs propres adversaires intellectuels qui veulent condamner au bûcher. Et justement, ce réflexe de l'autodafé, je crois que nous, en retour, il ne faut pas qu'on l'ait si on espère fonder une pensée conservatrice féconde. Alors, voilà, donc l'échelle de Jacob de Gustave Thibon. Magnifique. C'est une lecture de chevet que tout le monde peut se procurer. Encore une fois, la brièveté des aphorismes les rend d'autant plus
lire dans le métro aussi. Voilà, c'est d'autant pas- plus lisible. Et il dit quelque chose aussi, je vous parlais tout à l'heure de la force de l'évidence qu'il ne faudrait pas forcément chercher à toujours démontrer. Sans ça, on s'enferme dans des digressions mentales qui sont infinies. Et Thibon le dit très bien et avec des mots beaucoup plus justes. Il dit les vérités suprêmes manquent d'arguments, elles savent se donner, mais elles ne savent pas plaider leur cause. Les vérités suprêmes savent se donner, mais elles ne savent pas plaider leur cause. Nos certitudes les plus intimes et les plus nourricières sont aussi les plus vulnérables sur le terrain dialectique. Les défendre, c'est déjà les trahir. Oui. Leur innocence, leur fraîcheur, leur magnétisme divin étouffent sous la cuirasse des arguments. C'est exactement ce que dit Peggy sur la République. Lorsqu'elle était vivante, elle n'était pas une thèse, on n'avait pas à la défendre. Oui, c'est très juste. Et alors, une façon de résumer ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, c'est que mettons qu'on ait lu un livre jeune avec lequel dans l'époque on était parfaitement d'accord et que depuis on a renié, on le laisse quand même dans sa bibliothèque, on ne le brûle pas et il garde une place. Qui brûle des livres? Qui brûle des livres? Bah, c'est arrivé. Et ça permet de faire le lien avec la dernière question qui est qu'est-ce que vous, la lecture, vous a apporté et qu'est-ce qu'elle doit apporter à ceux qui nous écoutent. Et en fait, pour le sujet, tout simplement, faites-nous un éloge de la lecture. C'est une question beaucoup plus intime, évidemment. Puis il y a différents registres de lecture. Moi, je me suis rendu compte avec beaucoup de tristesse que c'est en sortant de classe préparatoire littéraire que j'ai commencé à apprécier et à lire de la littérature pour ce qu'elle était. Parce que quand vous lisez un livre pour en faire une fiche, vous lisez pas un livre. En fait, vous consommez une quantité d'arguments. Aujourd'hui. Oui, voilà, vous consommez une quantité d'arguments disponibles pour ensuite étoffer une thèse dans une dissertation. Bon, chacun a une manière, un jour ou l'autre, dans sa vie de rencontrer la littérature. Moi, ça a été deux lectures en particulier. Les plaisirs et les jours de Proust. Comme tout cagneux aguerri, je me suis pas risqué trop vite dans la recherche, mais justement, c'est un recueil de nouvelles, presque des écrits de jeunesse, qui permet d'abord de comprendre de manière très intuitive, très évidente, comment est-ce que pour Proust, la littérature ne cherche pas à améliorer la vie, mais quelle est la vie elle-même. Il écrit, c'est vraiment très très beau. Dans une de ses nouvelles, finalement, il vaut mieux rêver sa vie que la vivre, encore que la rêver, ce soit déjà la vivre. Bon, je ne sais pas si c'est une manière de parler de mon rapport à la lecture, mais à ce moment-là, j'ai finalement fini par déculpabiliser finalement de vivre intérieurement dans certaines émotions littéraires des choses qui me paraissent beaucoup plus grandes et beaucoup plus enviables aux émotions que la vie vraiment vécue nous fait parfois ressentir. Non, et dans la lecture, je crois aussi qu'il y a une façon de se confronter quand on lit des œuvres plus argumentatives, plus des essais, etc., de se confronter à la pensée de quelqu'un, mais qui ne doit pas être seulement discursive. Je dois pas lire un auteur. Quand je lis Pierre Valentin, je me dis à chaque page, je suis d'accord avec lui. Quand je lis Sandrine Rousseau, peut-être un peu moins, mais je crois que lire un auteur en se demandant uniquement si je suis d'accord ou pas, et finalement en refusant de faire l'effort de penser d'entrée de jeu avec cet auteur, bah, c'est commettre une erreur. Et j'ai essayé à ma modeste mesure de le faire quand j'ai par exemple lu un certain nombre d'ouvrages écrits par les auteurs de l'antispécisme, en me disant pas seulement je lis un ouvrage que j'essaie de réfuter plus tard, mais vraiment j'essaie de comprendre l'univers intellectuel d'une personne qui me transporte dans son raisonnement et dans sa pensée. Et de me frotter à lui et finalement je vais l'accompagner jusqu'au bout. Je suis le passager quelque part du voyage qu'il va me faire faire. Et peu importe ce que j'en garderai à la fin. Ne pas le condamner à la page 2. Mais je crois qu'il faut faire ce voyage avec bienveillance. Et c'est peut-être le travers aussi de notre système scolaire aujourd'hui, finalement de toujours apporter un auteur ou une idée en apportant en même temps sa propre réfutation. Et regardez la façon toujours très discursive que l'on a d'enseigner, y compris même les matières les plus fondamentales, la philosophie, etc., en amenant toujours une idée et en même temps, le clin d'œil est volontaire, l'antithèse. Eh bien, ça fait probablement des esprits brillants qui sont capables d'avoir une culture phénoménale, de pouvoir mobiliser des domaines de connaissances extrêmement variés, mais pour autant, ils ne sont pas forcément capables d'avoir une attitude juste vis-à-vis de ces auteurs à qui ils ont emprunté cette réflexion, une mansuétude et puis même une capacité à se dire finalement, mais tiens, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas raison, quoi. Il y a un livre qui vient de paraître que je recommande à tous ceux qui nous écoutent, c'est Thomas Vien qui a écrit ça, s'appelle La sélection des intelligences, qui explique que justement cette forme de pensée qui nous est enseignée par l'éducation nationale de toujours raisonner avec une chose et son contraire et de jamais s'attarder avec un auteur, elle nous empêche de lire correctement. Et il dit ça, et ça m'avait frappé, il dit qu'il vaut mieux lire quelques auteurs, mais bien les lire, et puis lire tous ces auteurs, que de chercher à lire un peu de chaque. Il vaut mieux n'avoir lu que Tocqueville, mais l'avoir bien lu et être allé jusqu'au bout de Tocqueville, parce qu'ensuite, ce qu'on a lu dans Tocqueville va nous permettre d'éclairer les autres lectures qu'on fera. La maladie très répandue des amphithéâtres contemporains, où j'ai connu ça, 3 heures de cours magistraux avec un peu de cherry picking, on va aller chercher name dropping tout le temps. Et à la fin, on peut en bonne société avoir
3 formules toutes faites sur Et tel c'est une auteur, pensée dissertive qui exactement. permet à des énarques de faire des notes brillantes dans lesquelles ils envisagent toutes les conditions, toutes les hypothèses et toutes les résolutions, mais à la fin, c'est pas ça qui permet Bien de sûr. produire une vision ou une pensée qui finalement, encore une fois, mais ce sera peut-être un peu le thème de toute notre conversation, permet de ramener de la verticalité Bien sûr. dans un monde qui, si on ne fait que juxtaposer des domaines de compétences qu'on ne relie pas entre eux, n'est que horizontal. Je pense que si on voulait faire un éloge minimal de la conversation qu'on a eue, on pourrait dire que des bêtes n'auraient pas pu la tenir, dans les deux sens du terme, je l'espère. En C'est tout presque cas, flatteur, c'est merci ce qui Pierre. distingue, c'est presque flatteur. C'est ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est déjà cette conversation. Merci beaucoup pour le sujet, Merci beaucoup. pour votre écoute et pour votre présence.